Alors, ceci étant posé, ces objectifs étant définis, le contexte pédagogique devra s'en trouver adapté. Au revoir les cours de relations internationales. Au revoir les cours de diplomatie. Non pas que les relations internationales n'existent plus, non pas que la diplomatie n'existe plus, enfin, presque. Mais surtout parce que vous comprenez que cette vision plus exigeante et plus globaliste nous amène à nous imposer 3 efforts méthodologiques. Le premier, c'est celui de la transdisciplinarité. On ne peut pas toucher aux questions de la mondialité sans regarder en même temps les dimensions politiques, économiques, juridiques, philosophiques, sociologiques, géographiques, historiques, tiens, vous notez plus, anthropologiques, démographiques. Ceci constitue un énorme débat dans le champ académique. Énorme débat parce que tous les chercheurs, les enseignants, en France et partout ailleurs dans le monde, sont formés disciplinairement. Pour enseigner l'espace mondial, mesdames et messieurs, il faut être un excellent historien, juriste, géographe, philosophe, sociologue. Je ne le suis point. Alors, quand on ne l'est pas, et personne n'est tout en même temps, est-ce que pour autant il faut délaisser la transdisciplinarité? Non, le pari de ce cours est de dire quelque chose de différent, que je vous demande de bien avoir en tête. On travaille dans sa discipline, mais on a le courage et on commet l'effort d'aller chercher chez les autres les résultats de leurs recherches. Je suis professeur de sciences politiques. Tiens, devant la porte, tout à l'heure, un d'entre vous m'a dit « Mais de quelle formation êtes-vous » L'air un peu soupçonneux. Alors, je lui ai montré mes papiers. Je lui ai dit « Ben voilà, je suis professeur de sciences politiques. » Donc, la science politique sera un peu dominante, bien sûr, dans ce cours d'espace mondial, c'est normal. Mais tout notre travail, à vous et à moi, c'est d'aller lire chez les historiens ce qu'ils nous apprennent sur le mondial, lire chez les géographes, lire chez les anthropologues, lire chez les philosophes, lire chez les économistes, autant qu'ils soient lisibles, qui est un autre problème, lire chez les juristes, etc., etc. Il faut construire cette transdisciplinarité. Il faut avoir le courage de rompre avec la structure disciplinaire de nos systèmes académiques et avoir l'audace, le culot d'aller chasser sur les terres des autres. Ce qui d'ailleurs m'amène à vous dire une autre chose. Il n'y a pas de savoir neutre. De même qu'il n'y a pas de savoir universel, il n'y a pas de savoir neutre. Comment peut-on être neutre quand on parle de ce que j'appelais tout à l'heure les souffrances mondiales? On peut à la rigueur être neutre quand on fait un cours de géométrie, et encore. Peut-on être neutre quand on parle des problèmes de sécurité alimentaire, des conflits dans le monde ou des crises qui affectent le multilatéralisme? Mesdames et messieurs, notez quelque part sur votre ordinateur ou sur votre brouillon, je ne suis pas neutre. Je suis engagé. Et je vous le dirai. Et j'aurai l'honnêteté de vous dire ce que je pense. Ce qui ne veut absolument pas dire que vous devrez penser la même chose que moi. Car, évidemment, le but suprême, c'est non pas de répéter comme un perroquet ce que dit celui qui est installé à la chaire, mais le but suprême, c'est d'arriver à cet esprit critique qui fera de vous, comme le dit Gide dans l'envoi des nourritures terrestres, le plus irremplaçable des hommes. Voilà le but. Et dépassons cette histoire de la fausse neutralité.
Ça, c'est un premier contexte. Deuxième contexte, c'est celui de l'universalité. C'est-à-dire qu'il faut enfin que nous sachions nous construire et construire l'action politique, la pratique sociale, dans ce qu'elle a d'abord d'humain. Avant d'être français, anglais, chinois ou japonais, musulmans, chrétiens, juifs ou bouddhistes, nous sommes des êtres humains. Et finalement, cette réflexion sur l'être humain a toujours été bloquée par ce passage obligatoire par la construction nationale. Non. Il y a une dimension universelle dans l'humanité que nous découvrons aujourd'hui, mais que la plupart des décideurs politiques ne veulent pas voir. Il y a, mesdames et messieurs, et nous travaillerons là-dessus, des biens communs de l'humanité. L'air, l'eau, mais aussi les droits de l'homme appartiennent à l'humanité tout entière. Il y a des enjeux communs de l'humanité. Sans construire une vraie politique de santé publique en Afrique, il n'y aura jamais une totale sécurité sanitaire dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où je vous montrerai que ma sécurité dépend de la réalisation de la sécurité de l'autre. Ça, c'est un changement par rapport aux rhétoriques classiques. Nous entrons dans un monde d'interdépendance. Et cette interdépendance qui fait que pas de paix dans le monde sans paix au Proche-Orient, pas de santé dans le monde sans santé en Afrique ou en Asie du Sud, pas de réussite économique en Chine sans réussite économique en Occident, et pas de réussite économique en Occident sans de réussite économique en Chine, c'est ce qu'on appelle le modèle gagnant-gagnant, crée une dimension d'interdépendance qui bouscule la vision classique des relations internationales, qui est une vision compétitive. Nous pouvons accéder à autre chose que la compétition infinie. Mais en revanche, le monde est fait de différences. Le monde est fait de différences et de relativité. Regardez cette carte, mesdames et messieurs, regardez cette carte. Eh bien, cette carte, regardez-la avec émotion, comme moi, parce que quand j'avais 18 ans, je venais d'avoir 18 ans, eh bien, j'avais cette carte projetée exactement au même endroit. Enfin, elle n'était pas vraiment projetée, c'était une espèce de tableau qu'on nous accrochait. Et le professeur, qui était là, je ne dirai pas son nom, vous allez comprendre très vite pourquoi, nous disait, regardez, mesdames et messieurs, la France est au centre du monde. Ah, évidemment, ça marche, la France est au centre du monde. Et je me souviens que j'étais dans l'amphi, à peu près là, mademoiselle, vous êtes. Je lui ai dit, mais je croyais, monsieur, que la Terre était ronde. Et effectivement, regardez cette projection. Et cette projection, c'est le même monde avec une autre projection possible, et vous voyez que cette projection n'est pas neutre. Elle place le Pacifique au centre du monde, et ça nous apprend beaucoup alors sur les relations internationales et sur les relations transnationales aujourd'hui. Et regardez, du coup, où se trouve la France. Elle n'est plus vraiment au centre. Et là, on voit effectivement les États-Unis au centre du monde, comme encadrés par deux océans qui sont autant d'espaces de manœuvre. Et là, regardez, ce sont les pingouins qui sont au centre du monde. Tout ça, c'est pour vous montrer que l'universel crée le relatif. Et que la grande difficulté que nous allons rencontrer, c'est de savoir effectivement quelle est l'importance du total, quelle est l'importance de la partie. Et réfléchir sur cette dualité, totalité, particularité, c'est aussi se lancer dans quelque chose que nous ferons ensemble très souvent, la comparaison. Comparer. Qu'est-ce que ça veut dire, comparer? Comparer, ça veut dire d'abord décrire. On voit
à travers les différences, ce qui fait une histoire politique, un système politique, et qui le distingue des autres. L'histoire de la Chine est différente de l'histoire de l'Europe. Et surtout, ne réduisons pas le système politique chinois ou la culture du politique en Chine à notre histoire politique et à notre culture du politique. Ce serait absurde. L'histoire de l'Europe, je vous le montrerai, est faite d'une compétition millénaire entre États. L'histoire de la Chine est faite, au contraire, de l'idée d'un empire du milieu, d'où l'idée de compétition était exclue. La culture du politique qui va en dériver n'est pas la même. Comprendre pour décrire, comprendre pour connaître et comprendre pour interpréter. Pourquoi l'entrée dans la modernité n'est pas la même en Afrique, en Europe ou en Asie? Ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Quelqu'un qui a dit ça. Simplement, les Africains sont entrés dans l'histoire par une porte qui n'est pas la nôtre et qu'à cause de nos faiblesses, à cause de nos certitudes, nous ne voyons pas. La richesse de l'histoire africaine précoloniale qu'il nous faudra aborder nous permet de comprendre ce qu'est l'entrée de l'Afrique dans la modernité et dans la mondialité, qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'entrée de l'Europe dans celle-ci et les impasses qui en dérivent. Enfin, et troisième paramètre, c'est celui de la mobilité. Dans cette école, vous avez entendu déjà le mot État. Statisme, statocentré. Dans État et dans statisme, il y a cette idée de figé, cette idée de territorialité, cette idée d'ancrage éternel dans un territoire. Je voudrais, à travers ce cours d'espace mondial, vous montrer que notre monde est fait de mobilité. Je vous montrerai que l'avenir du monde appartient aux migrants. Je vous montrerai que l'avenir du monde appartient à ceux qui savent gérer la mobilité. Regardez, les flux Internet mondiaux, avec leurs inégales densités, mais leur universalité. C'est dans ce qui bouge, ce qui franchit les frontières sans que le douanier puisse y faire quelque chose. Ce qui parcourt l'espace mondial et qui le fait bouger.